Bonsoir à tous. Bienvenue à cette première conférence de l'année 2022 de l'écomusée. Donc, nous vous proposons ce soir de revenir sur un grand chantier de l'écomusée, le chantier des collections, qui consiste en la création d'une nouvelle réserve, ainsi qu'en un traitement et transfert des 30 000 objets dont l'écomusée a la gestion. Cette conférence vous sera présentée par Pauline Corias et Anne-Elisabeth Rouault. Pauline Corias est diplômée de l'école du Louvre. Elle a notamment été la commissaire de 3 expositions sur la famille de Grenetier-Villemorin à Verrières-le-Buisson. Arrivée à l'écomusée en 2018, elle est aujourd'hui chef du service conservation et travaille sur le chantier des collections. Anne-Elisabeth Rouault est spécialiste en conservation préventive. Elle a réalisé pour la communauté urbaine plusieurs études de faisabilité en équipe pour la création des nouvelles réserves de l'écomusée. Aujourd'hui, en tant qu'assistante à maîtrise d'ouvrage, elle accompagne l'écomusée dans la mise en œuvre de l'opération de transfert des collections. Voilà. Bonne conférence à vous. Merci Elodie. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus à cette conférence. Donc elle va durer à peu près 1 heure. On a quand même prévu une demi-heure à peu près de questions à la fin de la conférence, mais pour autant, n'hésitez pas au fur et à mesure, si vous avez des questions à nous poser, il n'y a aucun souci. Alors, donc, on a fait avec Anne-Elisabeth un PowerPoint sous forme d'abécédaire. J'espère que ce sera agréable, en tout cas, à entendre. Donc... Alors, oui, la question, voilà. On a choisi de vous faire cette présentation sous forme d'abécédaire. C'est un parti pris. On espère que ça permettra cette présentation un petit peu à bâton rompu, permettra aussi quelques surprises, de la fluidité et plus peut-être de spontanéité aussi de votre part à vous en tant qu'auditeur. Surtout, voilà, n'hésitez pas. Donc la première lettre que j'ai l'honneur d'introduire, c'est A comme AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est la mission dont j'ai été chargée par la communauté urbaine, par l'écomusée via la communauté urbaine Creusot-Monceau. Sachant que la maîtrise d'ouvrage, le maître d'ouvrage, c'est l'écomusée. Moi, ma tâche aujourd'hui, c'est de préparer, de planifier et d'assurer le suivi de l'ensemble de l'opération qui va conduire les collections de l'écomusée de là où elles sont aujourd'hui jusqu'à leur nouvelle réserve. Auparavant, donc en tant que consultante en conservation préventive, j'ai avec des confrères, des équipes dont je me suis entourée, nous avons conduit plusieurs études de faisabilité, à la fois portant sur le bâtiment, ce que devait être le bâtiment de réserve. On en reparlera plus tard exactement quelles sont peut-être les missions d'une réserve, mais aussi la faisabilité du transfert des collections qui, vous allez le voir, le découvrir, ne s'apparente pas du tout à un déménagement. Donc la deuxième lettre, si vous suivez l'alphabet, donc c'est B, comme bénévole. Effectivement, toute l'opération de chantier des collections pour l'écomusée Creusot-Monceau a été pensée aussi avec donc l'aide des bénévoles pour certaines missions. Donc on reviendra plus tard sur ce qu'est un chantier des collections exactement, mais en tout cas pour certaines missions type dépoussiérage des collections, étiquetage aussi pour reconnaître les collections et pouvoir les retrouver plus tard. Aussi l'emballage des collections pour pouvoir les transporter. Ce sont des missions qu'on a eu envie de pouvoir faire partager aux bénévoles qui pourront effectivement connaître un peu mieux le travail d'un musée et d'un écomusée ici et aussi voilà, pouvoir avoir un vrai échange avec des habitants du territoire, etc., qui nous permettront effectivement de créer aussi des liens sur les collections, ce qui est un des rôles d'un écomusée. En C, du coup, n'attendons pas plus
sur le Voilà, chantier. voilà, troisième lettre de l'alphabet. Il est temps quand même qu'on définisse ce qu'est un chantier des collections. Comme je vous le disais à l'instant, un transfert de collection, c'est pas la même chose qu'un déménagement. Pour quelle raison? On parle de biens qui ont une valeur patrimoniale. Donc on va chercher à tout faire pour éviter la perte d'objets, ce qui peut arriver lors d'un déménagement, la perte d'informations autour de l'objet. Si on perd une étiquette, si on perd l'information liée à cet objet, le lieu de collecte, les autres éléments avec lesquels il est en lien, c'est un vrai souci. Et éviter la perte éviter la dégradation pendant le transport. Donc, pour cette raison, on va mettre en place une série de petites actions d'intervention, les unes après les autres. Donc l'étiquetage, bien sûr, l'édition de listes de colisage, c'est-à-dire la liste des objets qui seront contenus dans une même caisse, dans un même carton, et un emballage adapté aux objets, donc pour éviter les dégradations pendant le transport. La grande règle, lorsqu'on investit une réserve de musée neuve ou récemment rénovée, comme ça va être le cas, c'est que les objets entrent sains et stables dans la nouvelle réserve. Sains, c'est-à-dire que, ils ne sont pas, par exemple, attaqués par des moisissures, des micro-organismes, ils ne sont pas attaqués par des insectes. Et stables, ils ne sont pas en train de perdre des écailles, ils ne sont pas en train de perdre de leur structure n'est pas en train de se démembrer, de perdre de sa cohésion. Donc voilà, en gros, les missions, enfin les principaux objectifs et pas les moyens, mais c'est une partie des stratégies du chantier des collections. C'est moi qui enchaîne, oui. Là. L'une des grandes problématiques et des défis que doit relever le transfert des collections des réserves de l'écomusée, ce sont tous les hors-formats qui sont aujourd'hui stockés à Montchanin sur le site industriel Henri Paul et qui présentent la particularité d'avoir une pollution au plomb. C'est-à-dire qu'en fait, les couches de peinture sont séparées de la structure métallique par une couche anti-rouille qui est dans 99% des cas à base de plomb. Or aujourd'hui, comme vous le savez, la réglementation concernant le plomb est draconienne et il nous faut envisager une opération de dépollution qui a été confiée à un prestataire. Donc là, sur cette diapo, évidemment, le chantier n'a pas commencé, donc c'est des photos que j'ai prises sur le site du prestataire sélectionné, en l'occurrence une société qui s'appelle SFTP, qui sera chargée de la dépollution, donc et de la mise en place de tout le protocole de protection de la santé des travailleurs qui va avec. Et on vous en dira plus au fur et à mesure. Je reprends le micro pour vous exposer la lettre E comme équipe, puisqu'évidemment, vous le devinez peut-être, j'ai déjà parlé avec les bénévoles, on n'est pas seul à l'écomusée, heureusement, pour traiter de cette question et de ce projet-là. Donc évidemment, il y a le service conservation de l'écomusée, plus largement quand même l'écomusée, avec notre assistante à maîtrise d'ouvrage. Mais il y a aussi donc plusieurs spécialistes qui seront là et qui ont été choisis, donc des conservateurs-restaurateurs, c'est-à-dire des personnes habilitées à travailler sur des collections Musée de France. Je laisserai Anne-Elisabeth plus tard en reparler un petit peu. Aussi l'entreprise de dépollution, donc vous l'avez vu aussi donc, avec la lettre précédente. Donc nous on a choisi l'entreprise SFTP. Aussi une entreprise de levage. Anne-Elisabeth, vous parlez justement de ces objets
hors normes, hors format. On est sur des machines industrielles, on est sur des choses de très très gros volume et d'un poids très conséquent. Donc effectivement, on ne peut pas lever ça avec un diable ou des choses comme ça. La manutention aussi, c'est toute une stratégie pour ce genre de collection, et le transport également, on aura l'occasion d'en reparler. Donc effectivement, parmi notre équipe, en tout cas celle dont on a souhaité s'entourer, il y a la régie de quartier du bassin minier. Je vous remercie d'ailleurs d'être là. D'un côté les personnes en insertion et de l'autre donc les bénévoles aussi. On a déjà eu l'occasion d'en parler avec le B. Évidemment aussi au niveau de la communauté urbaine, on n'est pas seul, on est un service de la communauté urbaine, et à ce titre-là, il y a d'autres services qui nous accompagnent, notamment donc la direction de la logistique et des moyens généraux, qui nous aide effectivement de tout le côté technique, évidemment, parce qu'on n'est pas... on ne connaît pas forcément tout quand on est dans le patrimoine, et on a besoin de se faire aider, évidemment. Voilà. Si je peux me permettre juste pour Vas-y. compléter un petit peu ce que vient de dire Pauline, cette multiplicité d'acteurs qui va intervenir lors du chantier des collections se conjugue avec une multiplicité de lieux de départ, comme on le verra plus tard, la multiplicité des tâches, dont on a vu qu'une petite partie, et une grande diversité de collections, d'où la nécessité d'une bonne planification, et je dirais aussi la nécessité que toutes les personnes, et même les groupes de personnes qui sont visés par cette diapo se conçoivent comme une équipe au service d'un projet. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel dans le parti pris avec lequel nous devons aborder cette opération. C'est que si on souhaite vraiment la réussite, sa réussite à cette opération, il faut que, quelle que soit l'origine des différents partenaires et des moyens humains qui vont être mis en œuvre, que tous se concevoir comme, malgré tout, une même équipe au service d'un même projet. Voilà. J'aurais pas mieux dit. Finalement, quelles sont les finalités de ce chantier des collections, les objectifs, mais le O était pris, alors on est parti sur le F. Donc évidemment, un chantier des collections, c'est aussi pour disposer de meilleures connaissances des collections, effectivement. Ça permet de redécouvrir des collections qu'on a peut-être oubliées en réserve, parfois qu'on n'a pas forcément tout à fait inventoriées. C'est aussi améliorer leurs conditions de conservation, c'est-à-dire faire en sorte, comme le disait Anne-Elisabeth tout à l'heure, faire en sorte que la façon dont elles sont conservées, dont elles sont stockées, va permettre de leur donner une vie la plus longue possible pour pouvoir la transmettre transmettre l'œuvre aux générations futures. Donc c'est important, évidemment, non seulement pour l'œuvre en tant qu'elle-même, mais aussi pour toutes les informations que ça peut donner, tout le témoignage que ça peut être pour les futurs visiteurs, les futurs chercheurs, donc qu'ils puissent avoir accès à cette connaissance et à ces objets-là. Évidemment, l'autre pendant, c'est bien de conserver, mais on ne conserve que parce qu'on valorise auprès des publics, et de tous les publics, que ce soit du grand public, des scolaires, des spécialistes, des chercheurs, etc. Donc évidemment, notre point de mire, il est vraiment de pouvoir les valoriser en les connaissant mieux et en les conservant mieux. Et tout ça, c'est les missions de conservation, alors qui sont générales aussi au musée, dont on est un écomusée, mais on en fait partie parce qu'on a une appellation Musée de France, donc on a aussi des devoirs. Voilà, en tout cas, le chantier des collections pour l'écomusée Creusot-Monceau, il est vu comme le pivot scientifique du redéploiement de l'écomusée, avec cette meilleure connaissance des collections qui nous permettront de faire de nouvelles expositions, de rénover nos espaces et de pouvoir imaginer de nouvelles choses plus tard. C'est moi. Oui, je te laisse pour les grandes étapes.
Alors, les grandes étapes, elles ont déjà été commencées depuis assez longtemps. Je vous ai parlé des études préalables qui ont commencé à partir de 2015. La connaissance sur les biens, d'une part, elle repose sur l'inventaire. Pauline en parlera, mais nous devions aussi connaître le volume des objets, quelle était à peu près la proportion d'objets en bois, la proportion d'objets métalliques, la proportion de biens d'origine, comment dire, de biens archéologiques, je ne crois pas qu'il y en ait, mais de patrimoine ethnographique, de patrimoine beaux-arts, de patrimoine de type la céramique, bref. Donc, c'est ce qui a permis l'étude des collections qu'on a fait à plusieurs. Et puis, nous avons eu différentes études de faisabilité pour le bâtiment de réserve, car il a fallu faire coïncider l'idéal et la réalité budgétaire, et la réalité aussi des possibilités présentes sur le territoire. Et la fin de ces études de faisabilité des collections et de faisabilité de la réserve est advenue au premier trimestre 2020. Et puis nous avons commencé à réfléchir à lancer des marchés, c'est-à-dire des appels d'offres pour sélectionner les entreprises ou les groupements d'entreprises à qui on allait confier la réalisation du travail. Ces marchés ont été lancés au deuxième trimestre 2021. Et enfin, nous avons été heureux de voir que les marchés n'étaient pas infructueux, que les entreprises qui avaient bien voulu se mobiliser pour répondre et qui avaient trouvé que les marchés étaient assez intéressants pour qu'elles y consacrent un petit peu de temps et qu'elles se disent on va tenter notre chance. Et donc à la suite de ça, 2 groupements ont été retenus pour 2 marchés qu'on va détailler. Aujourd'hui, nous en sommes à, disons, peser un petit peu tout ça, et dans l'espoir de traiter les collections aussi rapidement que possible. Une fois qu'elles seront traitées, elles seront transférées dans le bâtiment de réserve qui, vous le savez, on en reparlera, mais parce qu'on a une diapo pour ça. Voilà. Les grandes étapes aujourd'hui, nous en sommes sur 7 points. Nous avons fait les quatre premiers et nous sommes impatients de passer à la suite. Les hors normes, c'est moi, non? Oui, c'est toi aussi. Voilà. Alors, H comme hors normes, ce sont les formats qui sont hors normes. C'est un ensemble de collections qui se recouvre à peu près avec ce que je vous disais tout à l'heure des biens qui sont à dépolluer. La plupart, ce sont des grands formats, c'est du patrimoine industriel qui ne demande qu'à être valorisé. Mais pour le moment, ces objets sont lourds, ils sont donc encombrants, par ailleurs ils sont corrodés et dangereux à cause du plomb. Donc on leur a concocté un petit programme spécifique et puis ils nécessiteront aussi des moyens de manutention et de levage particuliers et ils seront traités par une équipe dédiée. On a choisi de demander une équipe pluridisciplinaire faisant travailler ensemble donc une entreprise de dépollution, une entreprise de levage et de manutention, mais aussi des conservateurs-restaurateurs spécialisés dans le patrimoine métallique. Pourquoi? Parce que en fait, lorsque la dépollution plomb, lorsqu'elle est menée sur des biens qui n'ont pas de valeur patrimoniale, va consister simplement à micro-sabler la surface et comme ça, on enlève toute la peinture, toutes les sous-couches à base de plomb, on met le métal à nu, ensuite on protège ou pas, mais on est tranquille. Là, nous, on a affaire à des biens qui ont une valeur patrimoniale et les couches de peinture aussi, elles ont une valeur patrimoniale. Donc a priori, on souhaite quand même plutôt les garder.
Et ce sera le rôle des conservateurs-restaurateurs qui vont travailler avec l'entreprise de dépollution de dire à quels endroits les couches de peinture sont bien conservées et n'ont pas besoin d'être enlevées, parce qu'elles vont continuer à tenir, à adhérer à leur support, et tous les endroits où par contre on a une couche qui est pulvérulente, une couche qui s'écaille et qui va devoir être déplombée. Donc c'est du travail sur mesure, et Pauline a utilisé tout à l'heure je sais plus, non, tu l'as dit ou tu l'as pas dit, qu'on était sur un unicum en fait, c'est un peu une première, et là en l'occurrence je crois que ce type de traitement de dépollution sur du patrimoine industriel, c'est une première. Voilà, je passe la parole. Alors donc on va continuer avec le I comme inventaire, puisque qui dit appellation Musée de France dit inventaire des collections. Et effectivement, déjà, qu'est-ce qu'un inventaire? On va peut-être commencer par le début. Donc un inventaire, c'est inscrire un objet dans un registre, voilà, qui est aujourd'hui numérique. Hein. Vous pouvez voir notre base de données à droite qui s'appelle Actimuseo et sur laquelle on travaille maintenant, mais auparavant on avait le bon vieux papier qui marche parfois beaucoup mieux. Donc effectivement, qu'est-ce qu'un inventaire? C'est inscrire un objet dans ce registre en le détaillant, c'est-à-dire en le nommant, en donnant son auteur, si jamais c'est une œuvre d'art, en lui donnant les dimensions, en inscrivant son lieu d'origine, son lieu de collecte, en inscrivant aussi son poids, sa taille, j'ai déjà donné les dimensions, etc. Et aussi en lui donnant un numéro d'inventaire. Et c'est ce numéro d'inventaire, en fait, c'est un peu votre code de carte vitale. Elle est unique, c'est votre code de carte d'identité. C'est unique et ça va le suivre toute sa vie. Ça permet de pouvoir le retrouver, de ne pas se tromper avec un autre objet qui lui serait semblable, etc. Et du coup, en tant que musée de France, puisque l'écomusée a cette appellation-là, on a l'obligation d'avoir toutes nos collections inventoriées. Et régulièrement, donc tous les 10 ans, on doit faire un récollement. Un récollement, qu'est-ce que c'est? C'est une vérification de l'inventaire pour vérifier que les objets sont toujours là, qu'ils sont qu'ils ont toujours les mêmes conditions, le même état de conservation en tout cas, qui ne sont pas en train de tomber en poussière, qu'ils n'ont pas été volés, qu'ils n'ont pas été perdus, des choses comme ça. Et donc effectivement, le chantier des collections, il sera aussi l'occasion de faire cette vérification-là parce que c'est la vie des collections aussi et que c'est une obligation légale par le ministère de la Culture. Si je peux me permettre, j'ajouterais qu'aujourd'hui, les biens de l'écomusée ne sont pas tous inventoriés, loin de là. Mais mieux les connaître, parce qu'on les aura dépoussiérés, on les aura étiquetés, et que lorsqu'ils arriveront dans la nouvelle réserve, on pourra davantage y accéder, les voir, les comparer, permettra aussi, très certainement, de nouvelles entrées dans l'inventaire. Voilà. Alors, J comme jour de travail. Alors, oui, j'ai pas le même. Du coup, j'ai pas la bonne diapo sous les yeux, mais lors des études préalables, en fait, pour s'acheminer vers aujourd'hui la phase opérationnelle dans laquelle on s'apprête à entrer, il a bien fallu dimensionner la quantité de travail, et donc ce dimensionnement il prend la forme d'un nombre de jours projetés par type de collection, par lieu de provenance, etc. Je suis arrivée donc au terme de différents moulinages de tableaux Excel à un total de 255 jours de travail pour une équipe de 6 personnes. Donc 255 jours de travail, c'est-à-dire c'est plus d'une année
hors jour férié. Évidemment, plus on est nombreux, plus ce délai va être court. Et pour en revenir à la notion d'équipe qu'on a vue il y a quelques diapos, du fait qu'on va mêler des prestataires extérieurs indépendants, les équipes de la régie de quartier et puis une partie aussi des services en interne pour le transport. Voilà, si tout va bien, peut-être que voilà, on verra comment on s'organise. Après, les plannings, c'est jamais aussi simple que ça, hein. C'est une projection. On passe à la suite, mais je te repasse le micro. Oui. Alors, K comme kaléidoscope, on a eu beaucoup de mal à trouver un mot qui commençait par K. Et on a dû se référer au dictionnaire en se disant, bon, kaléidoscope, c'est encore ce qu'il y a de moins pire. Voilà, on a tiré parti d'images pour enchaîner sur la notion de variété, en fait. Non, oui, effectivement, on ne vous cachera rien sur l'établissement de ce PowerPoint. Donc, K comme kaléidoscope, effectivement, ça nous a permis de présenter en tout cas tous les domaines qui comptent dans nos collections. Alors, hop, voilà. Donc, on a un petit florilège qui est loin d'être exhaustif, hein. Effectivement, on a beaucoup de patrimoine industriel, hein. C'est l'histoire de l'écomusée Creusot-Monceau, que ce soit de l'industrie céramique, métallurgique, voilà, à chaque fois, c'est de ce dont je parle. Mais on a aussi effectivement de l'ethnologie, avec des objets d'artisanat, des objets agricoles. On a aussi des objets de la vie quotidienne. Vous voyez ce magnifique cuisinière. On a aussi des beaux-arts quand même, on a des tableaux, on a des objets d'art, des cristaux, donc ça c'est ce qui est souvent exposé parce que c'est moins volumineux, hein, qu'une machine industrielle dans un musée. Voilà, on a aussi effectivement de la batellerie, j'ai tendance à l'oublier. Enfin, l'idée, on ne va pas vous faire non plus la revue, mais c'est pour... Voilà. En tout cas, c'est très varié. Ouais. Effectivement, on a tout type de collection, tout type d'usage, de fonction, et donc tout type de matériaux. Voilà. Alors, on a énormément de matériaux qui sont représentés. Mais aussi des formats très différents, donc depuis le hors format jusqu'au flacon, et évidemment des facteurs de fragilité qui sont différents les uns des autres. Selon qu'on a un objet qu'on appelle hygroscopique, c'est-à-dire qui peut être sensible aux variations d'humidité, par exemple, ces choses-là peuvent développer par exemple des moisissures, ou bien être sujet à des attaques d'insectes, ce qui ne sera pas du tout le cas des métaux. Mais par contre, les métaux, on sera beaucoup plus attentif à la question de la condensation qui peut occasionner des départs de corrosion, etc. Donc, à chaque fois, on doit croiser les facteurs de fragilité avec quel type d'emballage on va prévoir pour ces collections-là, qui va les manipuler, comment on les protège, etc. Voilà, ensuite... Alors, elle, comme il départ, ouais, c'est toi ? C'est pour moi. Donc, effectivement, un des sujets, en tout cas, du chantier des collections de l'écomusée Creusot-Monceau, c'est qu'on a une diversité de lieux de stockage sur le territoire Creusot-Monceau. Donc, on a bien évidemment celui que j'imagine vous connaissez le mieux, c'est-à-dire le musée de l'homme et de l'industrie au château de la Verrerie, qui est un des sites de l'écomusée qui peut se visiter, et qui, effectivement, à des lieux de stockage, à des réserves dans le bâtiment qui permettent effectivement d'avoir même nos collections au plus proche de nous, puisqu'on a aussi nos bureaux.
Mais on a effectivement d'autres sites. En premier lieu, donc, comme le disait Anne-Elisabeth, la zone industrielle Henri-Paul à Montchanin, où on a 2 bâtiments. Donc on appelle par leur petit nom Henri-Paul 1 et Henri-Paul 2, donc ça fait HP1, HP2, on n'est pas très inventif. Et donc effectivement où on a le gros des collections industrielles, des objets industriels, et aussi énormément de collections un peu plus à taille humaine. On a aussi effectivement des collections à la briqueterie de Cyril Lenoble, qui est un autre des sites de l'écomusée. Donc plutôt en rapport avec la céramique, évidemment. On a aussi effectivement des collections au musée de la Maison d'école à Montceau-les-Mines. On a aussi des collections de l'ancien musée du Canal, donc, qui se trouve à Henri-Paul aujourd'hui, mais ça faisait partie effectivement des lieux de départ à l'époque. Donc c'est un vrai sujet, une vraie question de comment organiser tout ça, une diversité de collections pour une diversité de sites à traiter vers un seul et unique bâtiment. Et je te relaisse la parole. Après, forcément, le principe de l'abécédaire, on se répète un peu, mais comme ça voilà, ça permet, disons, une promenade un petit peu en méandre à travers les différentes problématiques, problématiques ou les thématiques plutôt, du chantier des collections. Donc, manutention, on en a déjà parlé un petit peu, c'est le levage et la manutention. Pour les encombrants qui, je veux dire, en fait, c'est pas que ce soit une catégorie très compliquée à concevoir, mais je crois que mentalement, comme ils sont très gros, on n'arrête pas d'y penser, en réalité. Donc voilà, c'est le groupe Caillon qui fait partie du triumvirat chargé du traitement des hors formats. Voilà, avec ce type d'engin, j'imagine. Alors, N, pareil, c'était pas évident de trouver un mot commençant par N. On a choisi le terme de nomenclature. Pourquoi? Parce que à l'arrivée dans les nouvelles réserves, il va être très important de disposer d'une bonne nomenclature de nos étagères, de nos rayonnages. Pourquoi? Parce qu'on a l'inventaire, on a l'étiquetage, on a les listes de colisage, et toujours dans la même optique de traçabilité des collections, ne rien perdre et ne pas perdre d'informations relatives aux collections. Une bonne localisation, c'est quelque chose de très important, d'où l'idée de nomenclature des unités de rangement. Nous aurons dans la future réserve du Thiellet du mobilier neuf, et ce mobilier neuf, donc il va falloir l'étiqueter de façon à avoir une gestion rationnelle des données. Là, j'ai choisi une photo, bien évidemment, là non plus, hein, on n'est pas encore à cette étape-là, mais voilà, une réserve, une partie de collection à peu près correctement rangée, des objets étiquetés avec un étiquetage lisible et un étiquetage lisible des unités de rangement. C'est encore... Je gagne à tous les coups. O comme chaîne opératoire. La notion de chaîne opératoire, elle est très importante dans un chantier des collections. C'est un petit peu dans le même état d'esprit, que dans le même ordre d'idée qu'une planification. La chaîne opératoire, on peut tâtonner au début pour la mettre en place, mais une fois qu'elle est mise en place et qu'elle fonctionne, elle ne bouge plus. On a un poste de pause, un poste dépoussiérage, un poste d'entrée dans le fichier, un poste de ceci, et puis on a une place pour chacun des outils. C'est très important, c'est de l'organisation, c'est de l'ordre, et donc c'est un bon ordonnancement avec la clarté des missions de chacun, et ce qui fait qu'on gagne en efficacité. Donc évidemment, comme on le disait tout à l'heure, on a une équipe pluridisciplinaire, plusieurs personnes pour travailler à ce projet. On a aussi plusieurs partenaires, et notamment des partenaires financiers.
Donc l'écomusée étant un service de la communauté urbaine Creusot-Monceau, évidemment, ce n'est pas un de nos partenaires, c'est notre maison. Pour autant, donc, on a des partenaires nationaux, les plus locaux, c'est-à-dire qu'on a la région Bourgogne-Franche-Comté qui nous accompagne sur le sujet, et aussi donc, pour l'État, la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté et le service des musées de France. Donc ce sont des... alors la région, évidemment, vous connaissez. La Direction régionale des affaires culturelles et le service des musées de France, c'est un petit peu voilà, les coulisses, on va dire, des musées, c'est-à-dire que ce sont des structures nationales qui accompagnent les musées et les structures patrimoniales du territoire et qui vérifient aussi le travail scientifique, etc. C'est aussi notre tutelle. Et donc, à ce titre-là, effectivement, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des structures comme ça et sur des personnes qui nous aident non seulement scientifiquement, mais aussi à travers des subventions. Voilà, donc on voulait aussi parler de ça. Alors pour la lettre suivante, comment dire, ça s'imposait. Le nom d'un des principaux partenaires, enfin non pas partenaires, mais acteurs et membres de l'équipe, ce sera la régie de quartier, qui sera un important soutien à l'ensemble de l'opération. Donc je ne sais pas s'il est besoin d'expliquer ce qu'est la régie des quartiers. Je pense que vous êtes du bassin. Enfin, vas-y, explique. Donc alors, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Donc c'est une structure associative, mais également entreprise, et qui aide au parcours d'insertion. Et qui fédère aussi des bénévoles sur des projets donnés. Alors l'écomusée a beaucoup fait appel à la régie des quartiers pour du transport, de la manutention. Et aujourd'hui, donc, nous avons aussi choisi de travailler avec la régie des quartiers pour les opérations qui ne nécessitent pas un très grand... qui ne nécessitent pas de faire appel à des spécialistes, à des conservateurs, restaurateurs spécialistes. Mais tout ce qui est dépoussiérage, étiquetage, certaines opérations d'emballage pourront être réalisées par les personnes de la régie de quartier, soit en insertion, soit bénévole, avec les chefs de projet et encadrants, qui seront aussi des piliers de l'opération. Voilà. Réserve, c'est toi. Oui. Alors donc on en parle de manière détournée depuis tout à l'heure. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Donc effectivement, la future réserve de l'écomusée Creusot-Monceau sera aussi à Montchanin et donc sera à lieu-dit du Thielé, à l'emplacement que vous connaissez probablement à l'heure actuelle. Donc c'était le lieu de la Ligue du football de Bourgogne. Donc effectivement, donc là vous avez une vue d'architecte qui vous montre tout le bâtiment. Donc effectivement, nous on va avoir, l'écomusée va disposer donc de cet espace, là qui est en fait 2 niveaux de très grande hauteur, qui peut soutenir quand même, sur le plancher, qui peut soutenir des poids assez importants, ce qui nous permettra d'avoir justement de rentrer nos collections imposantes et aussi donc toutes les étagères, etc., qui permettent de gagner en hauteur. Et on aura aussi donc ce qu'on appelle un auvent, une extension donc dehors, qui permettra de placer vraiment les collections les plus volumineuses et les plus pondéreuses qui ne rentrent pas dans le bâtiment. Donc effectivement, c'était le plus important pour nous, c'était de pouvoir avoir ce type d'espace. Donc effectivement, ça nous a permis de rentrer nos collections.
La partie un peu bureau, en fait, ce qui se trouve à droite, n'est pas affecté aux collections. Ce sera sur d'autres missions, notamment les archives de la communauté urbaine. En tout cas, on dispose déjà de, je crois, 2500 mètres carrés sur ce bâtiment pour nos collections. Donc voilà, on est sur une réserve en fait c'est un projet qui est parallèle au chantier des collections. Enfin, en tout cas pour nous, on le vit comme un projet parallèle qui donc est aussi en phase de marché public et qui doit pouvoir là aussi s'adjoindre l'aide de plusieurs types d'entreprises. Ça va être les maçons, ça va être les électriciens, ça va être... vous remarquez, je suis un peu moins connaisseuse, mais ça va être ceux qui vont retravailler la structure métallique, etc., pour pouvoir réhabiliter un bâtiment qui existe déjà et le mettre aux normes, en fait, nécessaires à la conservation de nos collections. Donc on est encore là-dessus, on n'a pas commencé les travaux. Pour autant, ça ne saurait tarder, en tout cas d'ici quelques mois. J'ai un petit truc à ajouter. Non ? Vas-y. Oui, j'aurais voulu nuancer. En fait, c'est vrai qu'on parle couramment de réserve, et c'est même entre nous, c'est la nouvelle réserve, c'est le mot qu'on utilise parce que c'est celui qui vient le plus spontanément à l'esprit, c'est le mot d'usage courant. En réalité, disons que le service des musées de France, les instances du ministère de la Culture nous encouragent plutôt à utiliser le terme de pôle de conservation. Pourquoi ? Pour essayer de séparer mentalement l'idée qu'on se fait d'une réserve où les choses sont entassées, poussiéreuses, pas visibles et tombent dans l'oubli. Et justement, l'illustration que vous avez sous les yeux, je pense, reflète aussi en partie l'idée qu'on va faire, même si c'est un bâtiment, c'est une réhabilitation, on va faire quelque chose de neuf et qui est conçu comme un outil de travail au service de l'équipe de conservation, au service des chercheurs, et qui est quelque chose comme la partie immergée de l'iceberg, la partie émergée étant les collections en exposition, mais la partie émergée ne saurait être conçue sans la partie immergée. Et tout ce qui va autour des espaces de stockage, c'est-à-dire l'ordre et la clarté, vous avez compris, je suis fan, c'est mes dadas, c'est la planification, faut que ça carré, mais aussi des espaces de quarantaine pour pouvoir mettre de côté des objets, par exemple, qui rentreraient d'exposition avec une suspicion d'infestation par des insectes. Ça peut être des espaces de traitement, des espaces de stockage pour les caisses, les matériaux d'emballage, tous les espaces techniques en fait qui vont aussi constituer le cœur non pas de la réserve mais du pôle de conservation. Et je crois qu'on n'a pas suffisamment mis l'accent là-dessus, mais disons que c'est comme ça qu'il est plus plaisant, je pense, de se projeter dans ce nouveau lieu que vont investir les collections. Tu as tout à fait raison de rajouter, effectivement, c'est un vrai lieu de travail en tout cas. Oui. Voilà. Donc j'en profite que j'ai le micro pour enchaîner sur les spécialistes auxquels nous allons confier une partie des missions. Donc les conservateurs, restaurateurs, comme l'a un petit peu introduit Pauline, ce sont des professionnels diplômés qui sont habilités à intervenir sur les biens musées de France. On peut dire aussi ce sont des restaurateurs. Disons que la locution conservateur-restaurateur permet de mieux identifier le fait qu'ils soient habilités à travailler pour les musées. Donc parmi les spécialités qui sont représentées dans le groupement sélectionné pour travailler, je crois qu'on ne l'a pas suffisamment dit en fait, on a beaucoup parlé des hors-formats. Donc il y a le groupement de spécialistes qui travaillent sur les hors-formats
Et puis, il y a un groupement de spécialistes qui va travailler sur tous les autres biens aussi, et qui va encadrer les bénévoles et les personnes en insertion de la régie de quartier. Donc, oui, pour les moyens et plus petits formats. Donc, parmi ces personnes, certains, voilà, ils ont des spécialités par matériaux ou par grande catégorie. Quand c'est beaux-arts, bon, on a la grande catégorie peinture, la grande catégorie sculpture. Voilà, des domaines d'intervention ou par matériaux. Et puis donc, bon, je crois que c'est bon, on l'a assez dit, la dépollution, le levage et la manutention. Le transport, c'est moi. C'était pour toi. Donc on a plusieurs types de biens, on a plusieurs types de transport. On va avoir du transport exceptionnel, vraisemblablement. Toujours Caillon, merci. Et également du transport d'œuvres d'art spécialisé pour les collections à forte valeur patrimoniale de domaine Beaux-Arts. Et je repasse la parole. Et donc évidemment, pour la lettre U, on a pensé à communauté urbaine Creusot-Monceau. Donc évidemment, donc c'est le maître d'ouvrage, c'est la structure qui porte le projet de l'écomusée et finalement qui relie les collections, les sites de l'écomusée à son territoire. On est sur le territoire de Creusot-Monceau, donc 34 communes à l'heure actuelle, avec des collections qui reflètent ces communes-là. Des sites, vous l'avez vu, de départ qui sont assez dispersés sur le territoire et qui vont être rassemblés à Montchanin. Donc on n'est pas très loin, on est sur le lieu aujourd'hui. Les habitants aussi, évidemment, on essaye en tout cas on a cette volonté de les intégrer par les bénévoles, par une communication et que ce soit comme ici ce soir. En tout cas, voilà, le territoire de la communauté urbaine, c'est le premier, le premier calque, on va dire, de ce projet, puisque tout tourne autour de ça, les collections, le site, les habitants, en tout cas, voilà voilà, et le lien structurel entre les unes, voilà. l'un et les collections et le territoire. Pour cette lettre V, on pensait éventuellement faire un petit point sur le vocabulaire. Éventuellement, peut-être, vous commencez par vous interroger tout de suite, mais vous n'êtes pas obligé d'intervenir immédiatement. Mais s'il y avait des points de vocabulaire sur lesquels vous souhaitiez qu'on revienne tout de suite, sinon, si ce n'est pas le cas, voilà, il y a un vocabulaire particulier au domaine de la conservation et de la restauration de biens culturels qui est bien connu en fait des spécialistes du domaine, mais pas forcément du grand public. Donc la conservation préventive, on dirait que c'est un petit peu comme la médecine préventive en matière de santé, c'est-à-dire que tout le monde fait un petit peu, enfin, ou à plein de niveaux, à plein d'étages de la prise de décision, on peut faire de la conservation préventive. Par exemple, en mettant des gants la bonne catégorie de gants lorsqu'on manipule des objets, en ne perdant pas l'information, en faisant suivre l'étiquetage, en utilisant les matériaux d'emballage appropriés. À l'échelle d'une collectivité, ça va être aussi organiser la formation pour que les gens qui travaillent à l'intérieur des structures muséales soient bien formés aux missions qu'ils ont à accomplir. Voilà, tout ça, c'est la conservation préventive. Donc, moi, personnellement, je suis consultante en conservation préventive, mais je suis loin d'être le seul acteur. Et en l'occurrence, sur le chantier des collections,
nous allons tous être un petit peu acteurs de la conservation préventive. Certains d'entre vous en font déjà dans le cadre associatif, en choisissant correctement des matériaux d'emballage, voilà, les bons contenants. La conservation curative, voilà, comme son nom l'indique, consiste à intervenir sur un bien qui est dégradé. Alors, qui est dégradé et dont les altérations sont évolutives, c'est-à-dire par exemple un objet qui a perdu de sa solidité structurelle, si on le laisse tel quel, je fais les gestes en même temps, il ne peut que continuer à s'endommager. Un objet qui est infesté par des insectes, il va continuer à s'endommager. Donc voilà, la conservation curative consiste à traiter, stopper les altérations évolutives. La restauration, ce qu'on appelle, en tout cas ce que les spécialistes appellent restauration, consiste à agir sur l'aspect esthétique du bien. Par exemple, le cas d'école, c'est un tableau qui est recouvert d'un vernis oxydé, très jauni, très roussi par l'oxydation. C'est pas grave. Il va continuer, oui, le vernis va continuer à jaunir, mais dans le fond, ça ne met pas en danger les matériaux d'origine. Donc, ôter un vernis ancien, ce ne sera pas de la conservation curative. Par contre, on va agir sur l'aspect visuel du bien, on va aimer retrouver une peinture qui n'est pas voilée par l'oxydation du vernis, ce sera de la restauration. Voilà. Un petit point de vocabulaire. Évidemment, on peut en faire des centaines, des points de vocabulaire. Et mieux les acteurs de l'équipe se comprendront, utiliseront le vocabulaire correct, et plus le travail sera facile, et plus l'échange d'informations sera facile et fluide. Alors là encore... c'est un peu capillotracté. W, on s'est posé la question de quel mot on allait placer. On est parti sur des wagons, puisqu'on a des wagons à la briqueterie de Cyril Le Noble. Et en fait, on a fait un petit jeu d'esprit, puisqu'on est parti de ce mot wagon pour évoquer des objets qui ne feront pas partie du chantier des collections et qui n'intégreront pas donc la nouvelle réserve. Évidemment, la briqueterie de Cyril Le Noble, elle a du sens par le bâtiment, par les machines qui sont attachées structurellement au bâtiment. Donc évidemment, ça n'a pas de sens scientifique de les enlever de leur lieu d'origine pour les mettre dans une réserve, dans un pôle de conservation complètement déconnecté physiquement de ce lieu-là. Donc je ne sais pas si vous avez déjà visité la briqueterie, mais évidemment, si on a... c'est très signifiant un wagon sur ses rails. Évidemment, si on ne prend pas les rails avec le wagon, c'est moins évident en tout cas. Donc il y a évidemment des objets comme ça qu'on a considérés comme faisant partie intégrante d'un bâtiment, et la briqueterie, c'en est le plus bel exemple, qu'on va laisser sur place. Ça ne veut pas dire qu'on va les laisser sans attention. Mais en tout cas, c'était important de pouvoir continuer à les valoriser sur site. Donc voilà, c'était le petit trait du... Il avait bien fallu trouver quelque chose pour W. Sur le W. Et donc, pour terminer... non, c'est pas terminé. Non, on y arrive. Pour l'avant-dernière diapo de cette petite revue, je vous propose donc deux lettres pour le prix d'une, avec XY comme xylophage. Donc ces fameux insectes, il y en a de plusieurs sortes, mais qui peuvent endommager les collections. Donc ce sont les larves. Le plus souvent, c'est de la petite vrillette. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On peut aussi en avoir chez soi. Donc, ce sont les larves qui creusent des galeries à l'intérieur des objets en bois et qui, une fois qu'elles sont arrivées à maturité,
cherche la sortie et perce des trous d'envol qui sont visibles à la surface des objets. Je vous rassure, l'objet que vous voyez ici ne fait pas partie des collections de l'écomusée. C'est ailleurs. Donc, il faut traiter à cœur, si on veut se débarrasser des larves présentes à l'intérieur des galeries, il faut traiter à cœur. On a besoin donc d'un traitement de masse pour tous les objets tous les objets bois vont être traités de façon à entrer sains et stables dans la réserve. Le traitement qui a été choisi ici, ce sera un traitement thermique. C'est assez court. Enfin bref, voilà. On va laisser ça aux spécialistes, on va dire. Et les poches de traitement seront installées à l'entrée du nouveau pôle de conservation et seront comme une sorte de sas de traitement avant l'entrée définitive au Thiellet. Voilà. Et donc, pour la dernière lettre, l'ultime lettre de l'alphabet Z comme Zen, c'est une petite touche d'humour pour cette fin de présentation. Effectivement, j'espère que vous l'aurez compris, on est sur un chantier des collections qui apparaît hors norme par le volume de certaines de ces collections. On l'a peut-être pas dit, mais en fait, on est sur 30 000 objets ou lots d'objets à l'écomusée. C'était tellement évident pour nous, je pense que je ne l'ai même pas dit. Et donc, effectivement, du patrimoine technique, industriel et ethnographique, on est sur quelque chose, effectivement, qui est sans équivalent en France du point de vue scientifique et technique à l'heure actuelle, au vu de la typologie des collections. C'est-à-dire que tous les musées n'ont pas des machines industrielles dans leurs réserves. Et donc, effectivement, vous l'avez probablement compris avec ce qu'on a pu dire, avec la multiplicité des acteurs, la multiplicité des partenaires, la multiplicité des étapes aussi de ce projet. Ça demande un petit peu d'organisation quand même. Voilà, ça prend un peu de temps. Voilà, ça ne prend pas que la semaine, effectivement, pour faire ce projet-là. Voilà.